En fait, je crois pas qu'il y ait je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise posture. C'est non, juste, c'est vrai, ouais, bien sûr. c'est juste ce que toi t'as envie de. Mais il faut être en accord avec, faut que la posture soit aussi en accord avec ce que toi tu veux dire, ce que tu veux envoyer aussi, quoi. Oui, c'est ça, de ta position à toi en tant qu'intervieweur, parce qu'en fait, quand t'es deux, bah forcément, c'est un dialogue, c'est un peu une danse, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @senscreatif-podcast. Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Et Laurent, j'ai envie de te poser une petite question. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es tombé sur la plateforme Patreon ? Alors non, pas du tout. Non mais en fait ce qui se passe c'est que à l'époque je connaissais Patreon, mais en fait tu m'as rappelé au bon souvenir de Patreon et je me suis rappelé les artistes que je suivais qui étaient américains. Je me souviens qu'on avait vraiment discuté de l'intérêt et de la portée en fait de cette plateforme que toi tu connaissais déjà beaucoup mieux. Et ce qui m'avait vraiment intéressé à l'époque, c'était la possibilité justement de faire des tutos, parce que faisant du pixel art, c'était intéressant de pouvoir penser, imaginer, envisager, pouvoir faire des tutos à destination d'autres jeunes pixel artistes. Et c'est une chose que j'ai jamais fait, mais j'ai vraiment pensé à ça la première fois que j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec. D'ailleurs, la première personne que tu as soutenue, c'était moi, sur Patreon, je crois. Exactement. Et puis après, j'ai soutenu Andy G. Pizza. Yes, tu soutiens d'autres personnes sur Patreon ? Alors, je soutiens aussi Brian Funk, qui est producteur de musique à New York. Et voilà, et puis sinon, on soutient également Luto Stinato et Pauline Douady avec Sens Créatif. Ouais, tout à fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur www.patreon.com. Bon, alors, mon cher Laurent, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien, Jérémy, et toi ? Eh ben, pas mal, parce que aujourd'hui, cette semaine, on fête les 3 ans de Sens Créatif, mon gars. 3 ans ? 4 Ouais. saisons ? Happy birthday ! Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Merci. Non, franchement, ça me fait plaisir. J'ai lancé ça le 9 avril 2019, je m'en souviens. Voilà, je suis toute chose. Le temps passe ? Ouais, en effet. Sens Voilà. Créatif entre dans son âge de raison. Bon, oui. Bon, bref. Alors, du coup, cette semaine, on est très très content de vous présenter notre interview avec Fabrice Florent. Fabrice, qui est-il ? Alors Fab, c'est un podcasteur, également un YouTuber, qui a fondé Mademoiselle en 2005, donc je suppose que vous connaissez ce média, qu'il a ensuite revendu pour justement se consacrer à une carrière de créateur de contenu. Ouais, gros podcasteur depuis 2017. Il a notamment commencé Ouais, avec il a Histoire plusieurs de mec. podcasts. Donc, On peut il les a- citer, hein. Histoire de mec, Histoire de daron, Histoire de succès, Histoire d'argent, Ah non, le dernier, c'est Les biscuits de la vie. Ouais, ça en fait un paquet. Et tous les deux, on a eu le plaisir de passer sur Histoire de Daron. Donc, on a vécu l'expérience Fabrice Florent en étant de l'autre côté du micro. Exactement. Et puis avec Fab, je partage un groupe de responsabilité toutes les semaines, donc je le connais bien. Ouais. Alors, dans cet épisode, on discute de son parcours et de l'origine de ses podcasts. On va également discuter de sa posture en tant que podcasteur, ça c'est important. Carrément, oui, ça nous intéresse. Et on discute également de comment il prépare, ou pas d'ailleurs, ses interviews. On va voir également les règles qu'il s'impose pour mener à bien les interviews avec ses invités, justement. On discute également des diverses bourdes sur son parcours, mais aussi de masculinité, de son rapport à l'argent, de thérapie. Et puis également de toutes les choses que la vie lui a apprises et qu'il aurait aimé apprendre plus tôt à l'école. Oui. Donc, sans plus tarder, on est très très heureux de vous présenter notre discussion avec Fabrice Florent. Bonne écoute. Bonne écoute. Eh bien, Fab, salut. Bonsoir. Bonsoir. Hello Fab. Bonsoir Laurent, bonsoir Jérémy. Bienvenue sur Sens Créatif. On est ravis de te recevoir aujourd'hui, ou du moins de te C'est un second welcome. de te re-recevoir, parce que c'est une seconde take. On t'a reçu la semaine dernière et puis on s'est rendu compte que il faudrait mieux le refaire. Et c'est pas toujours facile comme ça de s'exposer, de reconnaître que quand on s'est trompé. Mais voilà, Non n'est-ce mais pas là si, en vrai, c'est hyper facile. Là, vraiment, on est dans cette vibe où, en fait, mets-toi en vulnérabilité. C'est ça. Et en fait, les gens vont t'envoyer des cadeaux en C'est disant ça. bravo. C'est plus une question d'honnêteté avec nous-mêmes, en fait, envers ça, nous-mêmes. Et parce qu'on pense que l'angle qu'on a pris sur la première interview n'était pas la bonne. Du coup, Ok. on va réangler. C'est ça.
Du coup, C'était bien, pourtant. Enfin, les C'était gens, très bien. les gens Oui, l'entendront très jamais, bien. Mais moi, nous, j'avais non, trouvé ça nous, voilà, ça nous convenait pas. c'est ça. Et on est super On heureux regarde là. d'accepter de. On a des chips, De prendre on a le à retake. boire, on est Des bien. chips. On va manger des Bien. chips. Voilà, exactement. Qui est la ref? T'entends? Oui, c'est dans Tu vas y la arriver, classe toi américaine. Ah, il a Oui, dit ça. ça. Hein. Oui, Ouais, bravo. voilà. Belle référence. Bon, Fab, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Et puis, vu que vous deux, vous vous connaissez quand même aussi assez bien, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous êtes rencontrés? Avec Laurent, tu veux dire quand tu dis nous deux? Oui, tous bien les sûr. deux. Vous deux, ouais. Moi, alors, j'ai rencontré Laurent en avril dernier, je crois, avril-mai, c'est ça? Ouais. Dans le cadre du cercle des créateurs qui a été lancé par Kylian, le brave Kylian Talin. Coucou. Voilà. Et en fait, au sein de ce cercle des créateurs qui regroupe en fait plein de créateurs, mais qui soient, enfin, j'ai des entrepreneurs, des C'est vraiment entrepreneurs. les horizons sont hyper C'est divers. hyper large. Kylian organise des petits groupes, des sous-groupes en fait, avec responsabilité. voilà, ce qu'il appelle les groupes de responsabilité, où on se retrouve à 6, 7, 8, j'en sais rien en fait, en fonction des groupes. Ouais, je pense que c'est à peu près ça, la taille des groupes. Ouais. Et après, il laisse les gens s'organiser comme ils veulent en fonction de la façon dont ils ont envie de fonctionner. Et en fait, nous, assez rapidement dans le groupe, on s'est dit, OK, on se prend un jour par semaine le vendredi à 10h. matin. On se retrouve et en fait, on se retrouve en visio pour venir exposer Vos vies. nos trucs. Voilà. On vient de des déposer moments. en fait ce qui s'est passé dans la semaine. Et Ouais. puis on accueille les histoires des autres. Exactement. Et comment vous avez cliqué au début, tous les deux? Alors, moi, je pense que tout simplement, Fab est rentré directement dans le vif du sujet, dans l'art du cochon. Ah ouais? Bah oui, parce qu'on a parlé argent très vite. Ah ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai toujours dit l'argent, pour moi, c'est pas tabou. J'en parle très facilement. J'ai pas vraiment de soucis avec ça. Sauf que pendant la discussion, on s'est rendu compte qu'on avait tous pas forcément le même souci, même rapport à l'argent, mais qu'on avait tous un souci avec et que c'était vachement bien finalement d'en parler et d'échanger sur le sujet. Et cette première session-là, je l'ai trouvée vraiment formidable parce que je savais pas ce que je venais chercher dans un groupe de responsabilité, mais j'ai compris le premier jour que c'était un très bon move en fait, de partager avec d'autres personnes qui ont envie d'aller plus loin ensemble. Ouais, puis le mood du groupe, ça a été assez rapidement de pas avoir peur de se dénuder, de se mettre à poil et de raconter un petit peu les prises de tête dans lesquelles chacun était. C'est pas une obligation, mais Non. on l'a En tout cas, fait sans ça que ça soit naturel. C'était notre culture, enfin, c'est la ouais. culture de votre ce groupe. petit groupe, quoi. Mhm. Et donc forcément, ça incite tout le monde à s'y mettre en fait. Donc ça a été assez naturel, je crois. Trop bien. Carrément. Et pour ceux qui te connaissent pas, du coup. Ah oui. Qui es-tu, Fab? Je suis donc Fabrice Florent, mais on m'appelle plus souvent Fab sur les internets, donc les gens savent pas trop si c'est Fabien, Fabiolo, Ah oui, c'est Fabiola. vrai. Voilà, Fabiolo. l'histoire de ma vie. Fabiola. Et comme j'ai deux prénoms, j'ai un prénom en guise de nom également, les gens savent pas Ah oui, trop oui, de- Florent, oui, oui. comment On ça se t'appelle passe. Flo aussi. Ouais, voilà, ça fait partie de voilà. Appelez-moi comme vous voulez. Voilà. C'est pas sûr que je réponde à tous les coups, mais Hey Flo. ouais, c'est ça. C'est moi. Nous. Non, mais possible. Je peux répondre. Peut-être pas. Mais donc voilà. Aujourd'hui, je suis créateur de contenu. Avant ça, j'ai créé ce média en 2005 qui s'appelle Mademoiselle.com, où il y a média féminin. Progressiste, humaniste, plus tard féministe. Pure player, il y a pas eu de magazine papier. Jamais. Moi, je suis un gars de l'internet, vraiment à l'ancienne, Un YouTuber. un YouTuber totalement autofinancé aussi. Et j'ai vendu ce média après 15 ans. Donc média qui est monté, on était jusqu'à 35 salariés à un moment donné. Quand je l'ai cédé, on était entre 25 et 30. Et donc depuis, je me suis lancé en tant que créateur de contenu à mon compte, ce qui était intéressant en fait parce que je crois qu'on s'est rencontré avec Laurent juste après quelques temps cette après, ouais. épiphanie quoi que j'ai eu, et c'est marrant parce que pour moi c'était vraiment une épiphanie, alors qu'en fait c'est un truc que je faisais depuis que j'ai, je crois, Depuis que je respire. 15 ans. Non mais j'ai retrouvé mon premier magazine, j'étais au collège quoi, tu vois, donc Ah ouais. je faisais un fanzine sur les jeux vidéo Ah quand ouais j'étais Excellent. à l'ancienne, hein, donc Avec du papier pour le coup. avec du papier, Des ciseaux, de la colle. bah, bien sûr, parce qu'il y avait même pas de machine à écrire, il y avait même pas de publisher, il y avait même pas. Ça doit être trop bien de retomber là-dessus. C'était marrant, ouais. Tu les photocopiais. Ouais, j'ai photocopié, je les filais à mes potes.
C'était un magazine de jeux vidéo. Et donc ouais, en fait, je fais ça depuis que je suis vraiment tout môme, et ça a toujours été un truc. Mais c'est vrai que, en fait, pendant 15 ans, j'ai continué à créer du contenu, mais c'était pas forcément ma casquette principale, quoi. C'était le truc que je faisais à côté de mon job de patron de Mademoiselle. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu oublié que j'avais fait ça, mais quand je me suis penché sur ce que j'ai produit, en 15 piges, j'ai dû écrire 3000 articles, réaliser plus de 1000 vidéos, ou quasiment 1000 vidéos, et participer à des centaines de podcasts et d'interviews. Oui, quoi. ouais. Tu te rappelles de ton premier podcast? Non, parce c'est ça s'appelait pas podcast à l'époque. Ben si, parce que en fait en 2014, je crois, on a commencé à faire des émissions en live sur YouTube, sur notre chaîne YouTube à l'époque. C'était pas vraiment fait pour ça. YouTube a vachement amélioré le dispositif depuis. Et sur Twitch, tu pouvais parler que de jeux vidéo à l'époque, donc on avait tenté de le diffuser sur Twitch à l'époque. On s'était fait bannir notre chaîne. Ah oui, c'était vraiment pas encore la bonne page. Tu pouvais pas. En fait, Twitch a ouvert un peu plus tard, et aujourd'hui est en train d'ouvrir. Oui, c'est incroyable. Voilà. Mais à l'époque, ouais, on publiait cette émission qui s'appelait L'émission avec Navi et Sophie-Marie Laroui, où on parlait de sexe. C'était vraiment une émission tournée uniquement sur le sexe. Et en fait, c'est dans le cadre de Mademoiselle. Ouais, dans le cadre de Mademoiselle. Okay. Et en fait, le son de cette émission, en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais c'est un peu con. Il y avait les replays sur YouTube, bien sûr, mais en fait, c'est chiant de regarder un replay si tu veux le regarder sur ton téléphone, quoi. En plus, à l'époque, vraiment, c'est il y a longtemps. Donc, je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de mettre l'audio, de récupérer l'audio et de le mettre dans un podcast Mademoiselle. Donc, on a commencé comme ça. Et après, en 2016, j'ai fait rentrer Louise Petrouchka, qui elle venait vraiment de la radio et qui était passionnée par le son et l'audio, pour créer des formats spécifiques pour Mad. Donc voilà, et en fait au fil de l'eau, on a fini par développer de plus en plus d'émissions et de formats autour de l'audio, quoi. Ouais, des interviews, t'en as fait plein à l'époque, plein d'artistes, plein de personnes qui ont émergé, etc. Et en 2017, t'as aussi créé le Boys Club, et moi la manière dont je le comprends, c'est un peu le pendant masculin de cette fameuse question que tu posais avec Mademoiselle, qui était c'est quoi être une femme? Et donc le Boys Club, c'est quoi être un homme? Et c'était le désert à l'époque, les émissions sur la masculinité. Oh, il y en avait pas, et en fait déjà c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Mimi à l'époque qui était rédac chef de Mademoiselle. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui a poussé Mimi? En fait, c'est Mimi. En fait, c'est Mimi à la base. Elle a commencé à parler de masculinité en 2014, je crois, sur Mademoiselle. Donc il y a vraiment un bail, et notamment à travers un article, si je me trompe pas, d'un mec qui avait publié une vidéo en disant le viol c'est hilarant, parce qu'en fait on parlait déjà pas mal. La parole se libérait autour du viol, etc. C'était à 3 ans avant MeToo. Le harcèlement de rue. Voilà, on parlait de harcèlement de rue, etc. Et donc en fait le viol, les femmes qui se faisaient violer, on en parlait pas mal déjà sur Mademoiselle. Et c'est vrai que ce mec avait fait une vidéo en disant que lui, à chaque fois qu'il racontait qu'il s'était fait violer, les autres mecs se moquaient de lui, et voire même les autres meufs aussi se moquaient de lui, parce qu'il y avait un truc un peu, quand t'es un mec et que tu te fais violer, c'est marrant, quoi, tu vois, parce que quoi qu'il arrive, tu tires ton coup et t'es content, quoi. Et donc il avait fait cette vidéo, et Mimi l'avait relayée, et en fait ça avait un peu ouvert une porte dans lequel elle a énormément creusé de sujets. Et en fait en 2017, vraiment quelques semaines après MeToo, on s'est dit ok, c'est le moment ou jamais de lancer ce truc. On a co-hosté en fait, parce que l'un de nos amis qu'on voulait interviewer nous avait dit assez clairement que lui voulait pas parler à Mimi si Mimi était toute seule. Il voulait vraiment qu'il y ait une présence masculine. Donc et d'ailleurs Mimi dans le premier épisode dit j'ai attendu pendant des mois et des années qu'en fait vous les mecs vous preniez la parole et que vous vous lanciez sur le sujet, mais vous l'avez pas fait, donc maintenant moi j'y vais, quoi. Donc voilà. Et en fait au fil de l'eau, c'est marrant parce qu'au tout début du Boys Club, j'avais tendance à intervenir pas mal parce que Mimi avait pas mal d'angles morts, tu vois, sur certains sujets et tout. Et au fil de l'eau, elle avait quasiment plus besoin de moi, donc il y a même quelques épisodes où j'étais pas du tout dedans. Et c'est vrai que quand j'ai quitté Mademoiselle, elle, ça faisait 6 mois qu'elle avait un peu arrêté, un peu en mode ok, j'ai un peu fait le tour des sujets que je voulais aborder avec le Boys Club.
Et elle m'a dit, en revanche, ça serait vraiment très cool que tu reprennes le podcast en partant. Donc je l'ai repris et aujourd'hui, je publie un épisode tous les 15 jours. Mais donc on est que tous les deux, quoi. Enfin, c'est vraiment une discussion tête à tête, quoi. Ouais. Et maintenant, ça s'appelle Histoire de mec. Ça s'appelle Histoire de mec. Et T'as rebrandé. Oui. Et en 6 ans que tu fais Histoire de mec et autant d'épisodes, qu'est-ce qui a changé dans ta compréhension du masculin? Oula. C'est-à-dire, en 6 ans de temps, ta réflexion a sûrement changé. Mais c'est énorme. C'est quoi être un homme pour toi aujourd'hui? En fait, Toi, t'en étais où au départ aussi? moi j'ai commencé, je crois que quand on a commencé le Boys Club, je crois que j'étais la personne la plus misandre de la boîte. Je détestais les mecs. J'avais vraiment un vrai gros problème avec les mecs. Je me suis fait harceler, moi, au collège, par des mecs, par des amis à moi. Bully. Ouais, bully. Et en fait, il y a notamment un de mes invités qui m'a raconté qu'il détestait les mecs aussi, parce qu'en fait, les mecs lui avaient apporté que de la violence, que des problèmes, que de la merde, en fait. Et en fait, j'étais un peu pareil. Et en fait, je crois aussi que j'avais un peu ce truc de... Alors, à la fois, vous faites pas beaucoup d'efforts, les gars, et ça serait sympa. D'un autre côté, j'avais assez de mal à trouver des mecs avec qui j'arrivais un peu à connecter, émotionnellement notamment. Pareil. Et en fait, il y a aussi un autre truc, je crois, avec le recul, qui était un peu égotique mais moi, je suis au-dessus de la mêlée. Donc... moi, je peux avoir des vraies discussions avec les autres. Il y a à la fois ce truc, tu vois, il y a à la fois ce truc de... En fait, c'est pas si compliqué quand tu ouvres la boîte de Pandore. Alors certes, c'est chiant parce qu'en fait, tu vas aller regarder des trucs que t'as pas envie d'aller regarder en termes de masculinité. Et d'un autre côté, moi, je l'ai fait, donc pourquoi vous le faites pas? Et c'est vrai que je crois que ça me valorisait aussi quelque part, tu vois, ça valorisait l'ego. Là où aujourd'hui, je crois qu'il est plus que jamais temps de à la fois, tu vois, de tendre la main aux mecs en leur disant, ok, viens, si tu veux, on en discute. Et d'un autre côté, de pas être non plus, uniquement bienveillant, d'être aussi un peu exigeant, tu vois. Si t'as fait des conneries, en fait, tu peux le dire, tu vois. Je crois que si les mecs avaient tendance déjà entre eux à se recadrer un peu, tu vois, entre potes, à se recadrer quand ils ont des comportements inappropriés, en vrai, le monde irait un peu mieux, quoi. Donc, bon, voilà, c'est un peu ma ligne édito sur Mad, tu vois, par exemple, de temps en temps, enfin sur Mad, c'était dans l'histoire de mec, justement, 15 ans, hein, c'est encore compliqué. mais tu vois, par exemple, dans l'histoire de Daron, parfois, il y a des mecs qui racontent que leur femme elle est tombée enceinte, ils s'y attendaient pas, machin. Je leur dis la contraception ça existe pour toi, quoi, tu vois, pourquoi tu mets pas de préservatif si t'as pas envie d'avoir un enfant, quoi? Mais c'est compliqué, c'était plutôt de son côté, machin. Ok, mais certes c'est de son côté, mais si toi t'as pas envie d'avoir d'enfant, mec, prends-toi en main, prends ta responsabilité en main. Tu peux pas juste venir lui dire ok, j'ai déconné, d'un autre côté j'en voulais pas, et en fait comme ça maintenant c'est fait, quoi. Non, t'as le choix aussi, quoi, tu vois. Donc bref, et d'un autre côté c'est ça, c'est son chemin aussi, mais j'essaie, tu vois, d'avoir ce truc de les mettre un peu face à leurs contradictions aussi parfois, de façon un peu sympa et bienveillante, mais quand même, quoi, tu vois. T'as des épisodes d'histoire de mecs qui ont été un peu des mind shift pour toi, ou qui ont été assez particuliers? Ouais, genre tu t'es dit à la fin de l'interview, tu t'attendais pas à aller aussi loin ou creuser ce type de sujet. Tu te dis ok, d'accord, il y a un truc là. Ouais, il y a eu un épisode avec Jérémy Detlo notamment, qui est youtubeur, enfin comédien, auteur, etc., où on parle de son dépucelage tardif. C'était hyper intéressant, et en fait je pensais pas qu'il irait aussi loin dans le truc. C'était vraiment très cool. Il y a eu un autre épisode avec Olivier Moreira qui raconte son histoire. Alors c'était un des tout premiers que j'ai fait tout seul, qui raconte son histoire de mec portugais, en fait, fils
fils de mec portugais, ou comment il a fait pour sortir de ce conditionnement de, en fait, si t'es un mec portugais, il faut que tu sois un bonhomme. Viril, quoi. Ouais. non. Il faut que tu vois, il faut que tu tapes sur les poutres quand tu viens. Enfin, c'est vraiment, il y a des trucs comme ça où il faut que tu vois, il y a une maison avec des poutres, il faut que tu tapes dessus, quoi, tu vois, en faisant style, c'est pas mal, quoi, tu vois. Et lui, il dit, mais je voyais mes cousins, ils connaissaient rien, et en fait, ouais, c'est ça. Il dit, pourquoi faire? Et puis un dernier que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle avec un mec qui s'appelle Sam, qui a bientôt 70 ans, qui se dit donc il est libertin et qui se dit viriliste mais pas macho. Donc c'était hyper intéressant parce que non mais c'est un vrai sujet, viriliste pas macho, effectivement. Macho ça induit ce que tu fais aussi subir à d'autres personnes, alors que viriliste, tu t'es dans ta posture, dans une position. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était très drôle parce qu'il a commencé à tout faire pour éviter de parler de lui. Et en fait, il y a un moment donné où... Faut pas passer sur un podcast si tu veux parler de toi. Ouais, pour un échangiste, c'est pas mal. Ouais, exactement. Mais en fait, c'était hyper pudique. Ouais. C'était trop cool parce que on a fini par parler de lui, de la façon dont il s'est fait dépuceler 70 balais, tu vois, quand il avait genre 17 ans par une amie de sa mère, qui sa mère ne le sait toujours pas, quoi. Donc, il écoute pas Histoire de mec. Sa daronne, j'imagine pas, elle a 90 balais aujourd'hui. Et en fait, et aussi, on a fini par parler d'euthanasie, tu vois, parce que lui a prévu sa mort à 80 ans. Voilà. Ah oui, ça a amené sur un autre sujet. Ouais, ça c'est inattendu. Deep. Et en fait, tu vois, je croyais vraiment, vu le bonhomme, que on allait se friter un peu plus, tu vois. Et au final, c'était hyper intéressant parce qu'il m'a vraiment ouvert son cœur, tu vois. Et j'ai trouvé que j'ai compris plein de choses sur ce mec, avec qui on a assez peu de points communs finalement, quoi. Ça te fait quoi d'être le réceptacle de ces histoires? Parce que j'imagine que voilà, tu me parles de ce premier dépucelage où il y a des histoires vraiment intenses. Ça doit être quelque chose quand même de recevoir toutes ces histoires sur tes podcasts. Et puis t'en as 5 des podcasts, donc ça en fait des histoires à recevoir. Ouais, alors je me rends compte que je gagne de plus en plus j'arrive de plus en plus à rester à ma place. Et en fait à de moins en moins projeter sur les gens mes propres trucs. Donc juste à les écouter. Mais ça, c'est vraiment, je crois, depuis 2-3 ans où je fais ça quasi plein temps, quoi. Enfin, plein temps même. Où vraiment je réussis à rester à ma place. Mais en fait, il y a encore des moments où voilà, par exemple, tu vois, il y a quelques semaines, on a une relation un peu compliquée avec ma deuxième fille actuellement. Elle a 13 ans, c'est un peu dur entre nous. Et en fait, il y a un mec qui vient me raconter qu'il a plus de nouvelles de son grand garçon qui a genre 23 ans depuis 1 an et demi. Okay. Pour aucune raison, il sait pas. Et putain, mais en fait, je n'ai pas pu faire autrement que de me projeter dans sa vie, dans ses émotions, etc. Et c'est pas que j'étais pas bon, mais en fait, j'étais pas à ma place. Et non seulement j'étais pas à ma place, mais en plus, comme je projette, je crois que je suis aussi en train d'amener la conversation vers un truc qui pourrait être plus détendu, quoi. D'un autre côté, je sais que les gens, ça rend la discussion plus intense aussi, donc peut-être que les gens reçoivent aussi plus d'émotions et peut-être que c'est pas plus mal. Mais surtout, en fait, après la discussion, j'étais lessivé. Le mec, je sais pas, le mec m'a vraiment pompé toute mon énergie. En tout cas, je me suis mis dans une position où je me suis laissé pomper toute mon énergie par ce gars. Il l'a pas bien sûr fait exprès, quoi, tu vois, mais j'ai vraiment la sensation d'être rentré dans son truc et de me dire putain, en fait, ça pourrait m'arriver. Ou tu vois, à 23. C'est la force des podcasts, ça aussi. C'est ça. On se projette tout le temps dans l'histoire. Ouais, mais ok, mais en fait, en tant qu'auditeur, tu peux, tu vois. En tant qu'intervieweur, faut pas. Enfin, c'est complètement à côté de la plaque, quoi, tu vois. Et d'un autre côté, je suis très heureux de ce qu'on a fini par produire ensemble, mais je sais que avec le recul, tu vois, je suis pas bon, je suis pas. Ça m'arrive encore, quoi. Tu vois. Du coup, tu dirais que c'est comme un chemin vers la sagesse, en fait, avec l'expérience, le fait justement d'enchaîner les podcasts, puis de poser la question de cette posture, parce que il y a plein de postures pour un podcasteur. Bah oui. Comment faire pour rester à sa place? En fait, je crois pas qu'il y ait je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise posture. C'est vrai, ouais, bien sûr.
C'est juste ce que toi t'as envie de. Mais il faut être en accord avec. Enfin, faut que la posture soit aussi en accord avec ce que toi tu veux dire, ce que tu veux envoyer aussi, quoi. Oui, c'est ça, de ta position à toi en tant qu'intervieweur, parce qu'en fait, quand t'es deux, bah forcément, c'est un dialogue, c'est un peu une danse, quoi. Et je sais qu'il y a des intervieweurs qui adorent prendre le lead et faire parfois des longs monologues, etc. Moi, j'évite le plus possible de faire ça, parce que pour moi, c'est avant tout la personne que t'as en face de toi, que t'as envie, que j'ai envie d'entendre, en fait. Ça m'arrive de prendre la parole quand je trouve que c'est pertinent, peut-être pour ouvrir la discussion ailleurs, etc. Peut-être aussi pour donner un peu de moi, parce que je trouve que c'est hyper important quand t'es dans une discussion avec quelqu'un de pas juste être bah vas-y donne-moi tout, et puis de pouvoir donner aussi à la personne. Au départ, je coupais ces moments-là, parce qu'en fait je trouvais que c'était pas très pertinent, tu vois. Aujourd'hui, je les laisse parce que déjà, je trouve que peut-être que ce que j'apporte moi à la personne à ce moment-là peut être éclairant ou éclairante pour l'auditrice ou l'auditeur. C'est de la matière créative pour toi de vraiment de laisser justement ces moments qui sont peut-être un peu plus humains, moins travaillés, mais qui peuvent amener des choses. Alors déjà, je sais pas si c'est travaillé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je crois pas que mes interviews soient travaillées. Ah oui, ça on peut en parler aussi. Pour moi, c'est juste C'est une conversation. c'est un moment, Conversation. c'est un moment de vie, quoi. Donc et en fait, je sais pas si les moments de vie tu les travailles. Alors parfois, je travaille un peu plus en amont, tu vois, pour voir un petit peu là où je veux aller, mais globalement, je prépare assez peu mes interviews. C'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde, hein, tu vois, mais c'est juste moi dans la posture dans laquelle je suis aujourd'hui par rapport aux interviews que j'ai envie de faire, je sais que je préfère travailler le moins possible, Ouais, préparer le moins possible. T'as un moment de ton parcours sur ton chemin où tu te dis voilà, pour moi maintenant la préparation en fait elle est pas forcément hyper utile, c'est-à-dire que faut se préparer, il faut connaître la personne que tu vas interviewer ou avec laquelle tu vas discuter, mais il faut pas forcément forcer sur cette phase-là, quoi. Ouais, j'ai toujours deux trois questions sur lesquelles je veux amener la personne, mais sinon globalement je me laisse vraiment guider aussi par rapport à ce qu'elle me donne. Le moment présent et ce qui va se passer dont on ignore en fait, on sait pas ce qui va se passer, quoi. Et comment tu choisis les personnes? Parce que bon, ça fait tellement de temps que tu fais des interviews, t'as le pif, quoi. Je sais pas, en fait c'est très dur à dire parce que pour moi c'est vraiment de l'intuition et c'est tiens en fait je sens que avec cette personne-là on va réussir à faire un truc. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai reçu Maud Ventura qui est jeune autrice en fait, jeune autrice dans le sens où elle a moins de 30 ans et qu'elle a elle vient de publier son premier bouquin qui marche très bien. Et en fait, elle me disait, mais pourquoi tu m'as invité? Et je lui disais, bah moi je suis heureux de t'avoir là maintenant, parce que t'es vraiment au tout début de ton chemin. Peut-être que toi tu considères pas que t'es encore dans un succès par rapport à un succès à la Amélie Nothomb, quoi, tu vois. Mais en fait, si on se retrouve dans 10 ans et qu'on a à nouveau une discussion, toi et moi, sur ton chemin, je suis très heureux de l'avoir eu celle-là aujourd'hui, parce que je suis convaincu que dans 10 ans, tu me raconteras pas tes débuts comme tu vas me les raconter aujourd'hui. Donc et en fait elle me disait bon ok je comprends, et en fait au fil de l'eau où elle était en train de discuter elle me disait ah mais en fait je comprends pourquoi tu me fais venir là, parce que tu vois par exemple les tout débuts, donc elle a sorti son roman en septembre et là on est en mars, elle me dit tu vois déjà j'ai des trucs que j'ai oubliés en fait entre septembre et mars, de trucs qui m'ont vraiment scotché sur le moment, notamment où les gens ils viennent commenter ton bouquin alors qu'en fait elle était là, moi j'ai juste écrit, puis après vous décidez. Là aujourd'hui elle s'est vraiment déjà habituée à cet exercice là 6 mois plus tard. Ah oui, c'est pas la même chose. Voilà. Parce que j'imagine avec tous les invités et eux que tu as reçus, il y en a qui sont rompus à l'exercice, quoi. Forcément. Oui, comment les faire sortir de leur discours rodé pour la presse? Toi, tu les amènes sur des quand t'as un Jean-Paul Rouve, comment tu fais, quoi? Bah en fait, le truc c'est que tu finis par voir, quand t'as un peu l'habitude, la façon dont les mecs retombent d'une manière ou d'une autre sur leurs pattes et sont en train de dérouler le truc automatique. Et en fait, je m'en suis rendu compte aussi parce que j'ai eu la chance de sortir ce bouquin en 2007 où je raconte la grossesse de ma femme. Donc ma grossesse vue par la grossesse de ma femme. Et j'ai fait un peu de promo et en fait c'est vrai que tu finis par avoir un discours automatique que tu ressors à toutes les sauces et en fait
tu fais en sorte de retomber dessus d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait c'est vachement plus simple pour toi. Et avec le temps, j'ai fini par voir quand les mecs bifurquent, tu vois, et qui sont vraiment dans ce truc de ok, donc là, ok, on est dans le discours automatique, ça se voit, ça se sent, la façon dont tu débites les paroles, etc. Et dans ce cas-là, j'essaie de leur poser une question qui a rien à voir en fait, où je leur voir un petit peu comment ils réagissent. Saucisse merguez, saucisse chipolata. Ouh. Ouais. Alors Est-ce que c'est la vidéo à la Combini? C'est clair. le mot que je vais employer est peut-être un petit peu exagéré, mais est-ce que c'est une manière de se déstabiliser aussi pour pouvoir obtenir un peu de fragilité, de vulnérabilité, sans forcément que ça soit forcément conscient, mais toi peut-être une petite peau de banane, quoi, tu vois. C'est très conscient pour le coup. Et parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse pas qu'ils redisent exactement la même chose qu'ils ont dit partout ailleurs. Donc, tu vois, par exemple, j'ai fait parler de leur enfance, et là, d'un coup d'un seul, t'as ou alors tu rebondis sur des trucs sur lesquels habituellement les journalistes rebondissent pas. J'ai eu Alain Damasio, je sais pas si vous connaissez, qui est auteur de science-fiction, qui a écrit La Horde du Contrevent, etc. Pour le coup, lui, j'avais un peu taffé l'interview avant, j'avais écouté ce qu'il avait pu faire et tout, et je le vois qu'à 2-3 reprises dans des interviews à la radio, il commence à vouloir parler de paternité, et en fait les mecs rebondissent pas, ça les intéresse pas. C'est frustrant, ouais. Et donc moi, quand je l'ai, bien sûr, en fait, je le fais parler de paternité, et il est trop heureux à ce moment-là. Et je me dis, juste, c'est parce qu'en fait, les mecs en face, ils ont un timing de X minutes, ils ont pas le temps. Donc ils ont des questions. Et puis ils ont des questions à dérouler, tu vois. Donc je suis là maintenant, en fait. Donc il m'arrive parfois de rebondir sur des trucs sur lesquels les gens m'amènent. Alors tu vas creuser les sujets qui t'intéressent toi, quoi. Voilà, et en fait, en face, si t'as pas un journaliste qui rebondit sur le truc. Ah ouais, non, mais voilà. Ouais, c'est clair. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Mais j'imagine qu'entre les papas que tu reçois sur Histoire de Daron et les personnes plus connues que tu sois sur Histoire de Succès, c'est quand même 2 poids 2 mesures. Je veux dire, les papas, ils ont peut-être pas un discours rodé où ils retombent un peu. Il y a aussi les darons connus. Oui, le must, c'est les darons connus, quoi. Mais les darons connus, ils parlent tellement rarement de paternité. Là, la peau de banane, elle est énorme. Ils savent. Enfin, tu vois, c'est pas du discours promo, quoi, tu vois. Mais je me souviens, moi, quand je suis passé sur ton podcast, j'étais de temps en temps invité sur des podcasts pour parler de créativité, de sens créatif, etc. Et je me souviens qu'en mettant les pieds chez toi, j'avais aucune idée de ce dont on avait parlé. Enfin, on avait parlé aussi, de paternité, oui. Mais et je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte à quel point, en sortant de ma conversation avec toi, tu m'as fait poser des mots, à quel point j'étais pas, je veux dire en anglais, in touch, quoi. Ou in touch avec quoi? Avec ma paternité, ma masculinité. Je pense que j'ai conscientisé des choses en sortant de chez toi, en fait. Et je me souviens, Malène, elle avait écouté. Elle me dit, c'est bizarre parce qu'elle me dit, on dirait pas toi. Enfin, dans le sens où c'est genre, dans la vraie vie, mais là, Tu te mens dans la vraie vie. Enfin, c'est tout hésitant. Ça fait poser les questions. Et ouais, j'étais, mais t'as fait monter, dans mon conscient, en fait, des choses, C'est à ça que ça sert de parler, il paraît. ouais. Comme en thérapie ou des trucs comme ça. La méthode Mireille Dumas. Ouais, ça fait un bien fou. Mais en parlant de daron, De Mireille Dumas. voilà. Bon, on peut y aller. C'est pas un daron, Mireille Dumas. Moi, je sais, pour te l'avoir déjà dit, que je suis très touché par les épisodes que tu as avec ton papa et avec tes filles. Ouais. Mais je me demandais, est-ce que t'as parfois pas peur que ce soit trop exposant ou que tu exposes un peu trop ta vie de famille? Enfin, moi, parfois, si je me projette, je me dis, waouh, je sais pas. On est obligé de se mettre à ta place et de se poser cette question. Comment toi tu le ressens? En fait, pour moi, ce que je raconte dans les épisodes un peu plus perso, c'est un peu pareil que ce que les darons font quand ils viennent chez moi. Enfin, en tout cas, à mon micro, ils viennent parler de leur histoire. Et déjà, je trouverais ça totalement injuste
de pas de temps en temps me rompre à l'exercice, tu vois. Surtout qu'il y a j'essaie de le faire de façon très mesurée et quand il y a vraiment des choses à raconter, quoi. Donc mon père, c'était vraiment ok, je cherchais un grand-père. C'était le tout début du podcast, je cherchais un grand-père et au bout d'un moment je me suis dit mais t'es couillon en fait, t'as un grand-père juste à côté Oui, de toi. il faut chercher aussi dans son cercle pour voilà. démarrer. Voilà. Mais tu vois, au premier abord, c'était pas du tout le truc vers lequel je voulais aller. L'épisode avec mes filles, c'est venu d'une blague où justement, mes filles me disaient, nous aussi, on aimerait bien faire comme toi t'as fait avec ton papa, c'est-à-dire discuter de ce que ça fait que d'être père. Mais là, la blague, elle se transforme en un épisode formidable. Moi, personnellement, je l'adore cet épisode, quoi. J'ai passé un moment incroyable. C'est trop cool en fait, vraiment. Et en vrai, le dernier épisode avec ma fille, on parle de la vie après le divorce, de notre vie après le divorce, de la façon dont on a géré, dont elle a géré, dont notre relation a évolué après le divorce, mais aussi après son séjour en HP, tu vois. Parce qu'elle a été faire un séjour en HP, elle a eu un peu de mal en 2021. Et en fait, quand je fais ça, je sais aussi que je contribue quelque part à ce que j'essaie de faire avec le podcast, c'est-à-dire faire passer la parole. C'est-à-dire que là, j'ai eu dernièrement un mec qui s'appelle Amaury qui raconte que sa femme est morte d'une rupture d'anévrisme alors qu'elle était enceinte de 7 mois et demi. Ah ouais, ok, d'accord. Pas cool. Et en fait, quand il raconte, pas cool, c'est vraiment le féminisme total, quoi. On est d'accord, quoi. Mais d'accord. l'histoire est vraiment hyper forte, enfin vraiment la façon dont il raconte ça, et il vient dire en fait que il vient témoigner parce que il aurait bien aimé pouvoir écouter son témoignage à l'époque où il était dans la sauce et que sa femme était dans le coma pendant 3 semaines. Alors qu'il venait, sa fille a été sauvée en fait, donc il venait d'avoir à la fois la naissance de sa fille et sa femme qui était dans le coma. Une sorte de miracle dans le drame aussi, c'est de fou, un truc de mélange d'émotions, quoi. Exactement. Et tu vois, quand moi je me suis retrouvé avec ma fille qui a demandé à aller en HP parce que c'était sa demande, j'étais paumé en fait. J'avais jamais entendu de père parler de la façon dont ils avaient vécu le truc. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'avais envie de partager ça et de le partager d'abord de façon très chaude une semaine plus tard et quelques mois plus tard avec ma fille. Mais tout ça de toute façon est très... Enfin, ma fille aujourd'hui elle a 15 ans, elle est capable de dire si elle a envie ou pas. Et la preuve, tu vois, Kim qui est la deuxième aujourd'hui, elle veut pas du tout apparaître. Et bon, c'est ok, en fait, il y a pas de problème. Là où Lina, elle trouve que c'est cool et qu'elle a envie de partager des choses. Et t'as des guidelines que tu respectes à tout prix quand tu fais des podcasts, des limites à ne pas franchir. Le consentement de mes filles, tu vois, pour moi. C'est au niveau de vie privée et au niveau en général en tant que podcasteur. Le consentement déjà de base, c'est vraiment faire en sorte que les gens dont on parle soient ok avec le fait qu'on parle d'eux. Et puis en fait de pas mettre en danger d'une manière ou d'une autre les gens qui viennent discuter dans mon podcast. Et quoi qu'il arrive, la discussion qu'on finit par produire ensemble, ça leur appartient aussi. C'est-à-dire que si demain ils viennent me voir en me disant j'aimerais bien enlever l'épisode, je l'enlèverai avec grand plaisir, quoi. C'est pas un problème, quoi. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Comme il y a eu des situations où tu t'es dit plus jamais ça, des bourdes, des erreurs. Ouais, surtout là dernièrement, je commence à en faire pas mal, donc il commence à y avoir des erreurs potentielles. Par exemple, il y a un mec qui est venu parler dans l'histoire d'argent, il veut rester anonyme et donc il change son prénom et en fait comme un génie, moi j'ai laissé son vrai prénom dans le titre du podcast. Donc il est resté 1 heure, hein, tu vois, il est pas resté très longtemps. D'accord. Mais ça m'est complètement... Enfin, tu vois, entre le moment où j'ai enregistré le podcast et le moment où ça sort, je sais pas, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Entre-temps, je zappe complètement. Et je m'en rends compte quand je suis sur le point de faire la story, en fait, et que le mec, je l'appelle par le pseudo qu'il donne. Et je me rends compte, en fait, que j'ai validé un titre avec son vrai prénom, quoi, la veille. Ok. Et là, il faut
déjà m'excuser auprès de lui, faire en sorte de gérer ça, quoi. Oui, ça m'arrive. Hein. Les bourdes, faut réussir à les gérer de la meilleure façon possible et de surtout s'excuser, quoi, tu vois, quand on déconne. Et puis là, c'est comme tu dis, hein, t'as plus d'épisodes, plus de podcasts, donc forcément, il y a un plus gros potentiel, une plus grosse marge d'erreur. Et les erreurs, elles peuvent être de plus en plus grosses aussi. Donc, oui, faut faire gaffe. Responsabilité. Mais si tu veux, par rapport à ce que j'ai vécu chez Mademoiselle en termes de responsabilité, en termes d'impact, c'est quand même bien moins gros, quoi. Tu vois, même si effectivement pour cette personne, tu vois, c'était bien que ça reste pas plus longtemps que ça, mais de faire gaffe à ça, quoi. Tu vois, de vraiment faire très très gaffe. Donc ouais, c'est bon, c'est des bons petits wake up call, quoi. Tu vois, ok, faut pas que. Tu dis ça parce que le média Mademoiselle a été très très gros et que tes podcasts. Oui. Après, tes podcasts sont beaucoup écoutés. Oui, mais en fait, si tu veux, Mademoiselle, il y avait 6 millions de visites par mois. T'as pas 6 millions d'écoutes? Non, j'ai pas de 6 millions d'écoutes par mois. Et tu vois, 6 millions de visites par mois, c'est beaucoup de gens qui viennent voir à la même minute, quoi. Tu vois. Ouais. En termes d'impact, oui, c'est sûr que c'est clair, ouais. Et tu le mentionnais tout à l'heure, tu parlais de histoire de succès. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce podcast? Parce que bon, voilà, les questions sur la masculinité, la daronité, est-ce que c'était pas suffisant pour toi? Pourquoi histoire de succès? Parce qu'en fait, j'ai commencé par faire énormément d'interviews chez Mademoiselle. C'était vraiment mon truc. Et on va dire, c'était même limite mon précaré, c'est-à-dire que j'ai réalisé pas mal de vidéos où il y avait des street style, tu vois, où j'ai interviewé des meufs dans la rue pour leur parler de leurs fringues, tu vois. En fait, de fil en aiguille, j'ai fini par monter un format. Donc, j'ai aussi fait énormément de sessions acoustiques où j'enregistrais des chanteurs, des chanteuses en train de jouer guitare-voix et ça a fait des millions et des millions de vues, quoi. Et au fil de l'eau, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un autre format d'interview, un peu plus long format que ce qu'on voyait, parce que déjà à l'époque sur Facebook il y avait énormément de formats très courts et moi j'avais envie d'avoir des formats un peu plus longs. Donc j'ai commencé par faire quelques interviews de 30-35 minutes, quoi, de pas mal de youtubeurs à l'époque, de gens qui faisaient énormément de choses mais qu'on entendait assez peu parler finalement. Et j'ai développé mes skills d'intervieweur comme ça, quoi, au fil de l'eau. Et les années passant, j'ai fini par former de plus en plus les équipes. Je crois que j'avais aussi un peu ce truc de plus ça allait, plus ça me gonflait qu'il y ait une voix masculine derrière Mademoiselle. Et en fait, j'avais envie de rendre Mademoiselle aux Mademoiselles, quoi, tu vois. Donc j'ai fini par former les équipes qui devenaient de mieux en mieux, de plus en plus fortes, en fait, de plus en plus douées. Énormément d'allers-retours, de travail là-dessus et tout. Et donc au final, à la fin, je finissais par plus avoir aucune interview intéressante. Enfin d'ailleurs, je n'avais même plus aucune interview parce qu'en fait, elle récupérait toutes les interviews cool. Et donc j'ai fini par me dire, j'avais lancé, je crois, Histoire de Daron 2 ans avant. J'ai fini par me dire, ok, moi en fait j'ai envie de lancer mon podcast à moi où je vais pouvoir aller interviewer les gens que j'ai envie d'avoir. Il y avait aussi un truc où chez Mad on essayait d'avoir beaucoup plutôt des meufs, tu vois, donc plutôt des meufs dans la cible Mad en interview, parce que bon, on avait une bande passante relativement limitée en termes de capacité à produire des vidéos et tout, même si on en produisait, je crois, énormément par rapport au nombre qu'on était dans la boîte. Mais donc de cette là, ouais, on allait plutôt vers des... Et moi, je me disais, bon, j'ai aussi envie d'aller interviewer des gens qui ont rien à voir, que j'aimerais bien interviewer. Et c'est comme ça que j'ai lancé Histoire de Succès, en fait. Voilà. Et j'aimais bien, en fait, l'un des trucs pour lesquels j'ai lancé Histoire de Daron à l'époque, donc 2 ans avant, c'était vraiment de retrouver ce truc de je veux avoir un truc à moi. Parce que Mad, je l'ai lancé tout seul ou presque, tu vois, il y a 15 ans, enfin il y a 17 maintenant, mais et en fait au fil de l'eau, bah tu peux plus lancer un projet du jour au lendemain comme le genre de fulgurance que je pouvais avoir. Je me disais ok, le matin j'ai un truc, le soir il faut que ça sorte, quoi. Quand t'es 30 dans la boîte, tu peux plus faire ça, quoi. Donc j'avais envie de retrouver un peu ce truc, tu vois, un côté un peu artisanal où c'est que moi qui gère, où je gère
du tournage jusqu'à la production, à la post-prod, jusqu'à la mise en ligne, le montage et le machin, mais c'est à moi. Voilà. Il y a toujours une première fois sur un podcast, donc le premier ou la première invitée. Pour Succès et Daron, par exemple, c'était qui et comment ça s'est passé? Alors Succès, tu vois, par exemple, c'était pas du tout prévu. Non, j'ai interviewé Wax, Yes. qui est une sorte de guitar hero. Ouais, c'est ça, un peu j'adore, comme ça. attends, Fan de basket, chanteur, ouais. machin. Bah, fan de basket, c'est aussi, tout ce que fan de t'aimes, basket. toi. Oh, moi, Wax, c'est tout ce que j'aime. Et Wax, donc Wax, je l'ai interviewé pour la sortie de son album. Et en fait, à la base, c'était vraiment une interview pour la chaîne Mademoiselle. Donc c'était, je l'avais interviewé parce qu'en fait j'aime beaucoup Wax et j'avais dit aux filles, bah voilà. Et en fait, le temps qu'on le sorte, entre temps, je me suis dit non, mais en vrai, je vais lancer mon podcast. Et Daron, c'est Verino en fait que j'ai interviewé en Prums, Stand-upper. qui est stand-upper, humoriste et tout, Et que tu as reçu il y a pas longtemps de nouveau. dans Succès C'est pour ça, le coup. c'est ça. Et en fait, Verino, c'était parce que on avait des soirées stand-up chez Mademoiselle, des plateaux de stand-up tous les mois. Ah oui. Et en fait, ça nous arrivait C'est tellement d'inviter bien de commencer avec lui. Verino, quoi, tu vois. Complètement. Et Verino parlait énormément à l'époque de ses mômes, un peu moins maintenant, mais il parlait énormément de ses mômes sur scène. Et en fait, on parlait de paternité, quoi, tu vois, quand on se voyait en coulisses et tout. Et quand j'ai lancé le truc, je lui ai proposé de venir faire le cobaye, quoi. Donc énorme Génial. merci parce que Ouais. et puis voilà. Et après, assez rapidement, j'ai eu Ben Mazué. Donc j'ai commencé par un peu les mecs que je connaissais autour de moi, qui avaient des enfants et qui on avait déjà parlé de paternité, et pour lancer un peu la machine. Et après j'ai lancé des appels à témoins. Et j'ai reçu assez rapidement des pères qui voulaient me raconter leur histoire, donc de basculer un peu plus sur des anonymes, quoi. Puis maintenant, t'as un nouveau bébé et ça parle d'argent. Yes. Donc là, qui a été ton premier invité et comment l'idée d'argent t'est venue tout simplement en fait? Alors l'idée d'argent m'est venue C'est en thérapie que c'est arrivé, ça, non? l'histoire d'argent. Ouais. L'histoire d'argent. Enfin alors le rapport avec l'argent est arrivé d'abord avec ma coach. Ok. En sortant de chez Mademoiselle, je me suis payé une coach qui m'a en fait qui était assez cher comme coach. Ouais, quand tu dis payer une coach, là t'as vraiment fait un investissement sur toi-même conséquent. Oui, conséquent. C'est pas un petit coaching. Non, c'était un gros coaching. 500 € la session. Plus. Plus. Non. Si plus. Mais si. Ah ouais, ok, moi j'étais dans la vanne, mais... Non. D'accord. Ok. On peut le dire? Attends, non, t'as raison. Enfin, moi je sais pas, hein. Non, bah vas-y. Non, je l'ai pas dire de conneries, je l'ai mais payé 6 000 €. voilà, en tout. Ouais. Voilà. Mais pour combien de sessions? Attends, c'est ça que j'étais en train de me dire. Sur combien mais de temps non, mais sur 12. Donc en fait, t'étais pas. Ouais, si, t'étais t'as bon. Ah, raison. Mais c'est Ah, quand même pas mal. Ok. Donc voilà, investissement Donc, assez conséquent. cher. Ouais. Mais peu importe, parce que sur le moment, première session, elle m'explique que son objectif, c'est de faire en sorte de maximiser mes revenus. Donc, en gros, tu viens d'investir de l'argent chez moi, mais je vais faire en sorte de t'en faire gagner. Et ça peut être contre-intuitif pour pas mal de gens, quand même. De dire, je dois faire cet effort sur moi-même, sortir cet argent-là. C'est pas évident. C'est pas un move qui est évident. Bah oui. Mais pour moi, ne serait-ce que d'aller en thérapie et de. Oui, déjà ça en plus. de payer, de payer moi, l'un des trucs que j'adore faire, c'est que je paye ma psy en cash. Ah oui, bien vu. Je vois l'idée. Pour sortir de l'argent et Carrément. pour physique. Tu le vois tout de suite. Il y a un vrai truc tu fais en sorte de payer pour faire en sorte d'aller mieux, quoi. Et donc ouais, cette coach là me lance sur le sujet de l'argent et je bug total et je me mets à pleurer de façon totalement pas prévue. Je ne savais pas du tout. T'as touché What un the point fuck is sensible, happening? un point Ouais. vital, quoi. Exactement. Et donc on parle du rapport de mes parents à l'argent, etc. Et en fait, elle me dit, ok, il y a sans doute un truc, on en reparlera, mais il y a sans doute un truc à gérer et tout. En fait, je raccroche de cette première session qui durait 2 heures et je me mets à m'écrouler en larmes pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais vraiment un gros sanglot, quoi. Je me dis, ok, sans doute un sujet, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé à bosser un peu sur le sujet. T'avais revendu Mademoiselle. Ouais. Ah, juste avant. Juste avant, quelques mois avant. Et en fait,
Ouais, c'est ça. Au fil de l'eau, on a fini par monter ce fameux groupe de responsabilité. Et c'est vrai que l'une des premières discussions qu'on a pu avoir, c'était autour de l'argent, parce que moi, je suis arrivé en disant, moi, mes prises de tête actuelles, elles sont autour de l'argent. Je suis en train de réfléchir à, alors je sais même plus comment j'avais amené le truc. Et on a eu 2 heures de discussion avec tout le groupe autour de l'argent. Et c'est Michael Hirsch qui fait partie qui est donc humoriste / acteur, comédien, enfin il fait plein de choses, qui me glisse à la fin, il me dit dis donc, ça pourrait faire un super podcast en fait. Bon, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et quelques mois plus tard, j'ai fini par lancer le truc. Et effectivement, mon premier invité, c'est Christian Junot, qui est coach, lui, dans la relation à l'argent. Et c'est vrai qu'en fait, c'est Mathilde Mathilde Guégan, qui est l'une des membres, Loun, qui est l'une des membres du groupe de responsabilité, tu vois, qui m'en avait parlé. Je l'avais complètement zappé, j'avais mis de côté entre-temps. Et c'est vrai que quand je suis revenu quelques mois plus tard en disant je vais interviewer Christian, il m'a dit je t'en avais parlé. Ce premier épisode d'Histoire d'argent, franchement, je vous recommande de l'écouter, parce qu'il retourne le cerveau. Oui. Vous saurez peut-être déjà des choses, mais ça fait pas de mal de les réentendre. Ouais, il met des mots assez forts. Il est vraiment très très fort, Christian, d'une manière générale, parce que moi je trouvais ça assez génial de l'avoir, parce que quand j'ai découvert son travail, je me suis dit ok, c'est exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire que l'intuition que j'avais de faire discuter les gens autour de leur rapport à l'argent, tout comme je l'ai fait avec la parentalité ou la masculinité, vas-y viens, on discute du truc, comme tu dis, tu vois, tu vas finir par faire monter des trucs à ta conscience en utilisant des mots, peut-être on peut faire pareil avec l'argent. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit mais c'est exactement, enfin le mec fait ça depuis des années et tout. Donc je lui ai demandé de l'interviewer en premier, il a accepté avec grand plaisir, c'est hyper adorable. Je suis allé le voir, on a passé une journée ensemble en Suisse et tout, c'était marrant comme tout. Un Suisse qui parle d'argent, tiens donc. Ouais, et en plus c'est hyper intéressant d'entendre le Suisse qui parle d'argent, parce que vraiment il est pas du tout dans le cliché qu'on pourrait en attendre. Et puis en plus il m'envoie maintenant des gens qu'il a coachés pour venir débriefer dans le podcast. Dans le podcast, donc c'est vraiment canon. Et bon, ce podcast est fabuleux parce que je fabuleux. MDR. Ouais, welcome. Ce podcast est génial parce que effectivement, je me disais bien que j'allais soulever un sujet, mais je pensais pas à ce point-là. T'as eu quoi comme sujet là depuis quel sujet tu peux nous parler, des trucs vraiment vraiment dingues? Parce qu'on a des trucs dingues. En fait, d'une manière générale, le rapport que tes parents te transmettent par rapport à l'argent, le rapport de tes parents à l'argent qui te conditionne déjà, qui te transmettent, mais c'est énorme, et je n'imaginais pas à quel point c'est limite universel, quoi. Mais alors tu vas me dire comme plein de choses que tes parents viennent t'apporter en termes d'éducation, etc. Là, le truc, c'est que on en parle tellement peu. Tu vois, on parle aujourd'hui de faire attention à se libérer de l'éducation de ses parents, etc. Mais l'argent est un tel tabou. D'ailleurs, on n'utilise pas le terme argent, on utilise le terme thune, pognon, blé, machin, tout ce que tu veux. Sauf le vrai mot, ouais. Sauf le vrai mot, comme le sexe. Health. En néerlandais. Comme le sexe, tu sais. Il y a plein de mots pour pas dire sexe. C'est le prochain podcast, l'histoire du sexe. Oui, ça pourrait être. C'était ton premier podcast, ça pourrait être. Ça pourrait être très intéressant. mais ouais, voilà. Sexe et argent. Il y a plein d'histoires. Famille, sexe et argent, tu sais, le tout ensemble. Une histoire de tout. Mais parce que moi j'ai écouté en partie celui avec ta sœur. Et faut croire que moi j'aime bien juste écouter tes proches, tu sais. Ouais. Quand je connais pas les personnes que tu interviews. Mais c'est sûr que, tu sais, dans le titre, tu sais, genre, j'ai interviewé ma sœur, on parle de combien elle gagne, le tout ensemble. Ouais, c'est bol. Ouais. Et puis, j'ai aussi écouté le petit épisode où tu racontes comment tu t'es rabiboché avec ton frère et ta sœur. Ouais. Et suite à ça, je me dis, waouh, je sais pas si moi j'oserais à peine rabibocher avec mon frangin. Enfin, moi j'ai 2 frères. Et t'as pas envie de venir raconter combien tu gagnes sur mon podcast? Mais, voilà, tu le fais. Ah oui, parce que c'est le concept, hein. Mais tu vois, par exemple, ma deuxième invitée, donc après Christian, c'est Victoire, qui est une amie, qui me raconte que, en fait, elle est passée de radiologue qui gagnait 25 000 euros par mois à, aujourd'hui, elle est entrepreneuse dans un média pour la mode où elle gagne 10 fois moins.
Et les gens ont pété des câbles quand ils ont vu 25 000 euros. Oui, mais c'est l'alignement. Comment ça, ils ont pété des câbles? On dit, c'est un chiffre qui existe, que tu peux gagner 25 000 euros par mois. Les gens vraiment m'auraient... 25 000 euros par mois. Bah oui, bien sûr. 25 000 euros plus par qu'un mois. chef d'État. Ah ouais, j'ai pas tilté, mais ouais. Ok. Et rien que que- pète des câbles. Mais en fait, rien que ça, le fait que les gens pètent des câbles comme ça en dit déjà beaucoup sur eux, quoi, tu vois. C'est quoi le rapport, tu vois, c'est quoi la valeur de l'argent, c'est quoi qu'est-ce qui te fait péter un plomb quand t'entends le salaire de quelqu'un, Voilà. pourquoi tu peux pas en parler, pourquoi le sujet est hyper vaste, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc un petit peu contre-intuitif de se dire, bah, non, t'es capable de faire un move où tu te dis, je lâche l'argent pour plus de bonheur. Parce que est-ce que l'argent fait le bonheur? Évidemment, ça c'est la grande question. J'ai interviewé un mec qui a vendu sa boîte, alors une somme à 8 chiffres, donc plus de 10 millions d'euros. Et c'est hyper intéressant de voir la façon dont il perçoit aujourd'hui l'argent, où il arrive toujours pas à s'en détacher. Il a un mal fou à prendre une chambre à plus de 300 balles quand il va dans un hôtel. Alors qu'en fait, il pourrait se payer la fucking suite à 10 000 euros et qu'il aurait aucun problème, quoi, tu vois, ça ira pour lui. Il est riche à tout jamais, quoi, tu vois. Mais non, c'est toujours compliqué pour lui. Donc, j'avais entendu c'est une hyper étude intéressant. sur les millionnaires, et je crois que un tiers des millionnaires, donc c'était des millionnaires américains, donc je peux pas non plus de multimilliardaires, mais simplement de millionnaires, et la plupart en fait avaient un rapport à l'argent qui était assez carré, c'est-à-dire qu'ils ne dépensaient pas plus que ce qu'ils avaient. Donc en fait du coup ils faisaient vraiment très attention, alors qu'en fait dans l'imaginaire des gens ils ont plein de pognon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, ils se censuraient eux-mêmes à gérer l'argent Mais c'est vrai, parce que correctement. Et c'est sur le long terme, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont claquer de l'argent comme ça du jour au lendemain, quoi. c'est pas parce que t'as beaucoup d'argent que ça règle ton problème à l'argent. Ouais. Et ça, c'est un truc de ouf, quoi. Vraiment que j'ai découvert là. Et avec toutes ces choses que tu as appris, histoire de mec, histoire de daron, histoire de succès, Oui. histoire d'argent, etc. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Fabrice d'il y a 15 ans? Parce que je sais aussi qu'avec ta chaîne YouTube, etc., tu veux partager un peu les choses que tu as appris. Je sais, c'est une question hyper standard, mais tu aimerais lui dire quoi au Fab d'il y a 15 ans? Bah, pour moi, vraiment, le plus gros truc, c'est vraiment... En gros, tout ce qui recoupe tout ça, c'est vraiment, pour moi, l'estime de soi. C'est-à-dire que, généralement, le truc que tu projettes sur l'argent, c'est l'estime de soi. Le truc que tu projettes sur tes enfants, sur ton rapport à tes enfants, à travers ça, il y a aussi de l'estime de toi et de la gestion des émotions, mais en fait, ça revient aussi à l'estime de soi. Donc, le truc que j'aimerais dire au Fab d'il y a 15 ans, c'est fais en sorte de t'aimer le mieux possible, parce qu'en fait, t'es super comme t'es, quoi. Et ça, je crois que je me posais pas la question. Il y a 15 piges, alors qu'en fait, j'aurais vraiment dû. C'est pas mal ça. Je te posais pas la question, mais t'aurais dû. Bien sûr. J'aurais vraiment dû. Et ça conditionne tellement tout, ton rapport aux autres, ton rapport à ta boîte, ton rapport effectivement à tes enfants, ton rapport à ta femme, ton rapport à tes salariés, ton rapport à tout. Donc, un vrai truc d'affirmation de soi et pourtant, tu vois, j'avais la sensation que j'étais affirmé, hein. Tu vois, j'ai monté ma boîte, enfin, j'ai fait des trutrucs, hein, plein de trucs. Like a boss. Yes. Like a boss. Mais c'était beaucoup de poudre aux yeux, en fait. Et en fait, Tu veux dire qu'on se met dans un rôle? Ouais. Et que tu questionnes jamais. Parce qu'en fait, c'est hyper important de pas te le questionner, de pas regarder à l'intérieur de toi. Mais une fois que tu commences à faire ce travail-là, d'un coup d'un seul, après, tu fais un travail d'alignement par rapport à toi et d'arrêter de faire comme ce qu'on attend de toi ou ce que tu penses qu'on attend de toi, et plutôt que d'aller vers qui tu es, quoi. Et si tu arrives à travers ce chemin-là, à aller vers plus d'amour de toi, franchement, c'est tout bénef, quoi. C'est le truc que j'essaie de transmettre à mes filles aujourd'hui. Trop bien. J'ai envie de finir avec une petite phrase. Ok. Clique dans ma tête. Ah oui. Merci beaucoup, Fab. Tu dis ça, mais tu mets même pas de contexte, les gens vont même pas capter. Ah, non, c'est vrai, c'est une private joke, c'est pas bien. Vas-y, explique-nous, Fab, pour terminer. Non, mais en fait, c'est juste que j'ai effectivement pu poster une vidéo hier, à l'heure où on enregistre, où je raconte que ma psy
m'a filé un compteur. Attends, j'en ai un là. Oui, tu le tenais dans tes mains pendant l'interview, c'était drôle. Je me disais, est-ce que c'est ça? Vous savez, les compteurs que les personnes qui videurs racontent des histoires, qui des contes et tout. Non, que les videurs ont à l'entrée des boîtes pour compter le nombre de gens. Si quelqu'un passe, bang. Hop. Ma psy m'a filé un super tuyau par rapport à ça. Mais bon, je sais pas, tu mettras un lien, non? Oui, bien sûr, ouais. Pour que les gens aillent, Dans les notes. aillent écouter, quoi. Aillent regarder plutôt. Je vous resitue un peu le contexte. 2016, je suis au fond du trou, les gars. Je suis dead, vraiment. Ma santé mentale a explosé en ligne. Je vais pas bien du tout. Et je vais voir une psychologue, une thérapeute pour la première fois de ma vie. Et dès la première séance, elle me glisse sur son bureau un truc. Elle me dit, bouge pas, je vais te trouver un truc. Elle va chercher derrière elle. Elle me sort un compteur comme ça. Elle me dit, voilà, ça va être ton compteur à joie pour les prochaines semaines. Je me dis, quoi? Elle me dit, à chaque fois que tu vas ressentir de la joie et du kiff, tu vas cliquer. Je me dis, ok, pourquoi faire? Elle me dit, fais. Elle me dit, je crois que t'es tellement déconnecté de tes émotions que t'as juste besoin de te rendre compte quand t'es en train de kiffer, en fait. Enfin, ce compteur m'a vraiment changé la vie, quoi. Voilà. Vous irez voir. Oui. Très bien. Je crois qu'il faut pas dire plus. Ah oui, pardon. Laurent fait. The box. Laurent fait un Elle est où signe. la boîte à boxon? En fait, elle est vraiment planquée dans mon sac parce que, comme un gros blaireau, j'ai pas On fait préparé. Hein. Une petite pause de 30 secondes. Pas de problème. Si, c'est la tradition. T'as raison. Ah oui, Du donc. coup, fais semblant, Fab. Voilà. Genre, oh, mais qu'est-ce que Oh, c'est mais que alors, ce truc? incroyable. Vient de surgir. C'est que cette Une boîte vient de Et surgir. là, C'est la boîte à boxon. Elle est de retour, encore une fois. Je l'ouvre. Ouais. Avec le micro, c'est pas facile. voilà. Donc, on rappelle le principe. Il y a des questions sur la créativité, des questions sur la transcendance et des questions sur le chaos. Sur quoi Quelle vas-tu vie. tomber? C'est une C'est question vert, c'est la verte. transcendance. Alors, je dois dire, les questions, des fois, sont un peu contre-intuitives et des fois, elles attendent pas forcément une vraie réponse, mais tu dis ce que tu veux. Qu'as-tu appris d'essentiel au cours de cette dernière année que tu ne savais pas avant? J'ai appris tellement de choses, les gars, putain. D'essentiel. J'ai énormément travaillé dans des stages de... Je crois qu'on peut dire développement personnel, même si c'est un gros mot, mais je m'en fous. Autour de deux trucs, autour de la peur et autour de l'ego. Et en fait, l'un des trucs que j'ai appris autour de la peur, mais qui m'a vraiment changé la vie, c'est que en fait, derrière chaque peur, il y a un désir. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Derrière chaque peur, il y a un désir. Et si en fait vous décidez de vous focaliser sur le désir plutôt que sur la peur, parce qu'en fait la peur va vous empêcher de faire les choses, va vous bloquer. Et si vous allez plutôt chercher le désir qui se cache régulièrement derrière la peur, donc allez chercher ce désir-là, se focaliser dessus, en fait vous allez vous inventer une vie. Et en fait ça fait peut-être très enfonçage de porte ouverte, pardon. Mais c'est dingue. Une fois que tu as compris ça et que tu le mets en route dans ta vie, il se passe des trucs marrants, vraiment. Et en fait, à quoi sert la vie si ce n'est que de la vivre et d'y vivre les trucs les plus cool possibles? Bon, franchement, voilà. Boom, c'est une bonne fin. Bang ça. bang. Cool. Merci Fab. Avec plaisir. C'était notre épisode avec Fabrice Florent. Merci à lui pour son temps. Alors Laurent, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Alors j'ai pensé que cet épisode était d'utilité publique parce qu'en fait si ça vous amène à écouter les podcasts de Fab, vous allez tomber sur un univers qui est absolument gigantesque. Il interviewe énormément de personnes, des personnes qui sont célèbres, mais aussi des personnes qui sont anonymes. Et les sujets qui le motivent sont vraiment des sujets du quotidien. On a parlé parentalité, mais ça peut être aussi ce qu'on peut ressentir quand on est un homme, quand on est une femme, comment gérer le succès. En fait, bref, il apporte tellement de sujets tabous
Oui, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. c'est une énorme gamelle à nourriture. Voilà. Ouais. Donc, si cet épisode a piqué votre curiosité, on vous invite à suivre Fabrice Florent sur les réseaux sociaux ainsi que sur sa page YouTube. Et puis évidemment, à écouter ses podcasts, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Maïlimou qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Je suis Maïlimou, aka Lucky Art Locke, illustratrice basée à Cologne en Allemagne. Pour aider Jérémy et Laurent à continuer leur excellent travail de podcasteur, je soutiens Sens Créatif en donnant 5 € par mois via la plateforme Patreon. Par ailleurs, les soutiens de Sens Créatif se sont organisés en une communauté Discord qui s'appelle le Patate Club. Ce Discord, c'est un espèce de cosmos bouillonnant de créatifs de tout poil qui échangent sur leur activité. Ça offre un soutien inestimable pour compenser la solitude inhérente au métier de créatif. Pour soutenir Sens Créatif via Patreon, pour découvrir le Discord Sens Créatif ou pour rejoindre le Patate Club, vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Bonne continuation à tous, liebe Grüße und tschüss. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi également un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À l'image de Ninja Payette qui nous a écrit Sens Créatif, une mine d'infos, de l'épanouissement et des découvertes. Pour moi, le meilleur moyen d'avancer dans ma quête créative, je ressors toujours avec la patate et des idées et surtout de la motivation. Merci Ninja Payette. Ninja Payette. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur YouTube si vous êtes plutôt du genre à écouter des podcasts sur YouTube. Moi je trouve ça un petit peu chelou, mais pourquoi pas, hein, voilà, c'est là. Ouais, ça se fait. Moi je le fais. Toi tu le fais? Ah bah voilà, ouais. Tu fais partie de ces gens. Bah ouais, je fais partie des gens. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter irrégulière, mais super dense et super complète. Quand elle arrive, j'espère que ça vous amène beaucoup de nouvelles nourritures créatives. Absolument. Vous pouvez aussi retrouver toutes les notes et les infos de cet épisode sur le site senscreatif.fr. On remercie évidemment Adrien Guy pour la musique et l'habillage sonore de ce podcast. Vous pouvez retrouver ses sons sur Adrien Guy Musique. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans une semaine, et pas deux, hein, on est sympa, pour l'épisode 2 de notre mini-série consacrée au boxon créatif. Et on va parler des contraintes. Oh là là, les contraintes, le cadre et les contraintes. Ah ouais, c'est chiant ça, mais est-ce que c'est vraiment chiant? Peut-être que ça peut nous aider. Bref, en attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected. Attends, on va la refaire. Non mais c'est peut-être pas mal comme ça. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected. Je pense qu'on va faire un bêtisier. Attends, je la refais. Ou je fais 1, 2, 3. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, Everything is connected. On va pas y arriver. Alors, attends. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, 1, 2, 3, everything is connected. On va rester comme ça. Allez, ciao. Bye bye, bisous.